OK, on va commencer. Donc, bienvenue tout le monde à notre podcast Scalpels and Synapses. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir le docteur David Mathieu, neurochirurgien et chercheur au Centre de recherche à Sherbrooke. C'est un spécialiste reconnu en neuro-oncologie et en radiochirurgie gamma-knife. Le docteur Mathieu consacre ses recherches cliniques à l'amélioration des traitements de tumeurs cérébrales, des métastases ainsi que de pathologies telles que la néphralgie, du trijumeau et de l'épilepsie lésionnelle. Au niveau préclinique, ses travaux explorent la synergie entre chimiothérapie et radiothérapie afin d'optimiser la prise en charge des gliomes malins. Avec une carrière qui combine la neurochirurgie, l'oncologie et les neurosciences, il ouvre de nouvelles voies dans le traitement des maladies cérébrales complexes. Docteur Mathieu, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est un véritable privilège de parler avec vous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Merci à vous. Donc, docteur Mathieu, j'aimerais vraiment qu'on puisse commencer d'abord par vous ramener en arrière, vraiment voir, avant que vous soyez neurochirurgien, avant que vous puissiez opérer dans une salle d'opération en tant que tel, à quel moment de votre vie est-ce que vous vous êtes dit, je veux vraiment devenir neurochirurgien? Comme, transposez-nous un peu dans le temps. Qu'est-ce que vous avez ressenti? À quel moment? Qu'est-ce qui était autour de vous? En fait, je dirais que c'est vraiment durant mes études de médecine, là, quand je suis rentré en externat, puis j'ai pu voir un peu ce que c'était. Évidemment, avant, j'avais déjà eu des contacts un petit peu. Tu sais, on entend parler de la neurochirurgie, ça semble quelque chose d'inatteignable un petit peu, puis c'est quelque chose qui était aussi très, très limité au nombre de postes, là, comme maintenant. Euh, Fait que moi, j'ai longtemps hésité entre la neurochirurgie puis l'orthopédie, là. C'était les deux disciplines qui m'intéressaient. Je savais que je voulais faire une discipline chirurgicale. Je voulais l'aspect manuel de pouvoir aider les patients, là, tant au point de vue prescription médicale, mais être capable d'intervenir, ça, je trouvais ça important. Puis, en fait, je pensais, je pensais vraiment que la neurochirurgie, c'était inatteignable. Donc, je n'avais pas nécessairement consacré mes énergies à ça pendant le cours de médecine. Puis, à force de stage à l'externat, puis contact un petit peu avec les neurochirurgiens, puis aussi une introspection sur quel type de carrière je voulais, là, quand je regardais la pratique orthopédique versus une pratique avec des neurosciences, puis les patients qui ont des problèmes neurologiques, j'ai réalisé que j'avais beaucoup plus d'intérêt pour faire ça au quotidien que de faire des suivis, par exemple, pour des fractures ou des douleurs musculo-squelettiques. Je trouvais ça moins stimulant. Alors, c'est comme ça que je me suis dirigé vers la neurochirurgie. Vous mentionnez un aspect où vous dites que, à vos yeux, la neurochirurgie, ça vous semblait comme inatteignable. Je pense que c'est vraiment le cas pour plusieurs des étudiants de médecine qui regardent en ce moment ce podcast et qui s'intéressent vraiment à la neurochirurgie, mais ils pensent qu'ils n'ont pas vraiment les compétences nécessaires, que ce soit parce qu'ils n'ont pas un background en recherche, ils se disent, je ne pense pas que je serai assez compétitif pour que ma candidature soit considérée pour neurochirurgie, ou simplement, ils se disent, c'est un mode de vie qui est vraiment très exigeant, je ne sais pas si je serai capable de le faire à long terme. Mhm. Euh, dans tout ce que je viens vous dire, comme, est-ce que vous pouvez nous aider un peu à cerner qu'est-ce qui est vrai du faux? Ben, le seule chose qui est vraie, je te dirais que c'est malheureusement compétitif pour entrer, là. On espère que la situation au Québec va s'améliorer et qu'ils vont augmenter peut-être le nombre de postes, là. Ça fait longtemps que les universités, les programmes, puis même à l'Association de neurochirurgie, on milite pour augmenter minimum à 3 par année, puis même idéalement, on aurait un poste par université par année, mais ça n'a pas été accepté encore. Euh, donc, c'est difficile, mais c'est pas inatteignable, même comme moi je le croyais au début. Puis, le background en recherche est important, mais est pas essentiel, là. C'est sûr que chaque université a ses critères, mais je dirais, pour parler pour mon programme, nous à Sherbrooke, c'est sûr qu'on aime voir que les étudiants ont une certaine implication, puis que c'est une démarche qui est logique là, dans leur parcours. Puis de l'avoir fait un projet de recherche ou une petite implication en recherche, ça nous indique justement que c'est quelque chose qui est souvent mûri, mais
Le plus important, c'est vraiment, pour nous, c'est un peu le fonctionnement au quotidien. Tu sais, si on voit un étudiant, puis on trouve qu'il s'insère bien dans l'équipe, euh, on s'entend bien avec lui, avec cette personne-là, puis que l'étudiant, au niveau où on vous voit comme externe, c'est pas important d'être capable de faire des points, puis d'avoir toutes les connaissances déjà, là, ça va venir avec le temps. Mais au Mm. moins d'être capable de faire une histoire de cas qui est fiable, de faire un examen qui est fiable, puis d'être capable de rapporter les éléments, puis de connaître ses limites aussi, là, pas, des fois, les gens veulent trop en faire, là, puis ça, des fois, ça amène à d'autres situations où ça peut exposer des fois des limites, puis des traits de caractère. Donc, juste de rester soi-même, puis juste pas vouloir trop en faire, parce que une fois que vous rentrez dans le programme, ben, si vous n'êtes plus la même personne, c'est dur de ne pas être soi-même toujours. Fait que pour nous, c'est ça qui est important. C'est quelqu'un qui est authentique, quelqu'un avec qui on va bien s'entendre, qui va bien s'insérer dans l'équipe, puis quelqu'un sur qui en qui on peut avoir confiance. Puis ensuite, bien, les connaissances, puis les aptitudes techniques vont s'apprendre. Même chose, quelqu'un qui veut entrer en neurochirurgie n'a pas besoin d'être la personne la plus habile au monde. Il faut juste qu'il soit motivé à pratiquer. Il y a des grands maîtres chirurgicaux qui ont toutes les aptitudes techniques. Il y en a d'autres que ça vient moins naturellement, mais c'est des choses qui s'apprennent. C'est vraiment des mots que je pense que ça va rassurer plusieurs personnes qui vont écouter ce podcast, que pour être neurochirurgien, c'est vraiment des... Ça s'apprend, comme vous avez dit, avec le temps. Puis tout ce qu'il faut, c'est vraiment avoir la passion. D'après ce que je comprends bien, c'est vraiment avoir la passion et de l'intérêt pour la neurochirurgie, puis de faire ce qu'on aime et d'être authentique. Ce sont des judicieux conseils. Hum, J'aurais une dernière question pour cette section-là avant de laisser ma collègue Francesca prendre le relais. J'aimerais connaître un peu la réaction de votre entourage quand ils ont entendu parler que vous vouliez cette spécialité en neurochirurgie, que c'était cette spécialité qui vous intéressait. Euh, Quelle était un peu leur réaction? Je sais que la famille, des fois, ils peuvent avoir des inquiétudes. Comme vous avez dit, la neurochirurgie, ça semble une spécialité tellement comme inatteignable. On serait un peu plus curieux par rapport à cet aspect-là. Bien, moi, je viens pas d'un milieu où il y avait des gens dans le domaine de la médecine. Mes parents, ma mère était professeure au primaire, mon père était notaire. Je viens d'une petite ville en Beauce, là, au sud de Québec, 1 heure au sud de Québec. Les gens, quand j'ai parlé de ça à mon entourage, il n'y a pas eu de réaction ni positive ni négative. J'étais juste content que je trouve une spécialité qui m'intéresse. Puis la seule chose, c'est que ça voulait dire malheureusement que je ne pouvais pas revenir pratiquer dans mon milieu d'origine parce que il n'y a pas de neurochirurgie en Beauce. Là. Ça se fait dans les grands centres. Mais les gens étaient juste contents que j'ai trouvé une discipline qui me satisferait. Puis c'est un beau défi à relever. Et est-ce que le choix de l'Université de Sherbrooke, qu'est-ce qui vous a le plus attiré pour le programme de neurochirurgie à Sherbrooke? C'est un peu paradoxal. Moi, j'ai fait ma médecine à Sherbrooke. Puis quand j'ai fait les applications, en fait, c'est ça, ça a été un peu un choix plus tardif parce que je pensais pas nécessairement être admis. Puis je pensais que ça serait difficile de rentrer. Alors, j'avais appliqué en neurochirurgie juste à Sherbrooke. Puis c'était très différent dans le temps, là. Nous, on ne connaissait pas le CARMS. Le CARMS, c'était pour les francophones. Si on voulait appliquer dans le programme de McGill, il fallait passer par le CARMS. Ou si on voulait sortir du Québec. Mais pour les 3 universités francophones, il y avait un processus d'admission vraiment individuel par université où on pouvait appliquer dans 2 programmes par université. Puis on avait une réponse des 2 programmes, là. Maintenant, quand vous appliquez, vous allez être matché automatiquement à un programme, vous aurez pas de choix, là. Mais dans le temps, on pouvait être admis dans 5 programmes. Puis là, on disait oui, puis on se désistait des autres. Puis ça menait quand même à plusieurs problèmes parce qu'il y avait des programmes qui attendaient après des réponses. Puis là, si un étudiant avait un premier choix qui était en attente. Puis là, il se faisait appeler, ben là, il se désistait du programme. Donc, pendant quelques semaines après le match, si on veut, il y avait quand même de l'incertitude.
Donc, moi, j'avais appliqué en orthopédie dans les universités francophones, puis j'avais appliqué à Sherbrooke en neurochirurgie et puis en orthopédie. Puis, quand j'ai eu la nouvelle que j'étais pris, ben, après une très brève période de réflexion, mon choix a été assez facile, là. Je trouvais que c'était un beau défi à relever. Puis, fait que c'est un petit peu, c'est ça, c'était vraiment différent comme contexte. Puis Sherbrooke, ben, c'est un milieu que j'appréciais. J'avais Mhm. fait ma médecine là. Euh, et puis j'étais content de rester là, dans le milieu où j'étais. On vous remercie beaucoup pour cette réponse. Merci beaucoup, docteur Mathieu. Là, je vais laisser à ma collègue Francesca. Elle va vous poser des questions pour la prochaine section. Oui, merci. Donc, la prochaine section, on va parler du gamma knife. Alors, la neurochirurgie, ça se limite plus à l'image classique d'un bloc opératoire. Grâce au gamma knife, maintenant, certains traitements cérébraux se font sans incision. Euh, donc, ma première question, c'est pour celles et ceux qui écoutent le podcast et qui ne connaissent pas c'est quoi le gamma knife, est-ce que vous pouvez décrire de manière simple comment ça fonctionne? Oui, ben, le Gamma Knife, c'est un appareil qui fait de la radiochirurgie. Puis la radiochirurgie, c'est un hybride entre une procédure chirurgicale classique et de la radiothérapie, là. Donc, ça combine la précision de la chirurgie avec le rayonnement qui permet de faire finalement un traitement non invasif. Fait que si on regarde un Gamma Knife, c'est pas un couteau physique qui émet des rayons, là. C'est comme ça ressemble à un gros scan, c'est un gros appareil qui permet vraiment de faire un traitement très, très, très ciblé. Euh, c'est l'évolution, en fait, de la médecine et de la chirurgie d'aller vers des techniques de moins en moins invasives. Dans tous les domaines évoluent de cette manière-là. Euh, en cardio, en chirurgie cardiaque, il y a de plus en plus de procédures moins invasives. En neurochirurgie vasculaire, c'est un peu la même chose avec les techniques d'embolisation. Quand on peut éviter de faire un clipage d'anévrisme, maintenant, on fait une embolisation percutanée. Donc, pour la neuro-oncologie principalement, mais pour la neurochirurgie fonctionnelle aussi, il y a, la radiochirurgie, c'est vraiment une technique pour moi, a beaucoup amélioré le devenir des patients qui sont éligibles parce que du jour au lendemain, on peut faire une procédure d'une journée en externe plutôt que faire pour une tumeur de la base du crâne, par exemple, plutôt que de faire une procédure chirurgicale qui va prendre 10 à 12 heures sous anesthésie avec une longue période de récupération. Donc, c'est vraiment un outil qui est, pour moi, qui change le devenir de nos patients. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est intéressant, là, la radiochirurgie, c'est une technique qui a été inventée par un neurochirurgien. Ce n'est pas une technique de radio-oncologie qui a été cette technique-là, ça remonte à un neurochirurgien suédois dans les années 60, Dr. Lars Leksell. On entend ce nom-là parce qu'il a fait des instruments qu'on utilise au bloc opératoire et des rongeurs pour enlever de l'os, entre autres. Un cadre stéréotaxique qui est un cadre de Lexel qu'on utilise autant au bloc opératoire qu'au Gamma Knife. Donc, quand Dr. Lexel a imaginé le concept de la radiochirurgie puis du Gamma Knife, c'était un neurochirurgien fonctionnel, puis son objectif, c'était de faire des lésions de façon non invasive dans le cerveau pour traiter des pathologies fonctionnelles comme le tremblement ou le Parkinson. C'était avant l'ère de la stimulation cérébrale profonde. À ce moment-là, les options qu'on avait pour faire des lésions, c'était de faire un trou de trépan, puis descendre une électrode, puis faire une radiofréquence, donc chauffer le tissu. Fait qu'il voulait être capable de faire ça sans avoir à même amener le patient au bloc opératoire. Puis c'est comme ça que, éventuellement, le premier prototype de Gamma Knife est arrivé. Puis avec le temps, bien comme il y a beaucoup plus de patients qui ont des tumeurs qui ont besoin d'intervention que de patients avec des pathologies fonctionnelles, maintenant de nos jours, 80% au moins des patients qu'on traite ont des tumeurs. Mais ultimement, c'est vraiment une technique qui a été inventée par un neurochirurgien. Donc pour moi, ça demeure une procédure chirurgicale. Puis c'est appliqué à des patients qu'on voit en clinique externe de neurochirurgie. C'est pas une alternative à la radiothérapie en général, c'est vraiment une alternative à la chirurgie là, pour cette raison-là. Merci, c'est vraiment super intéressant de voir comment la définition de la neurochirurgie évolue dans le temps pour aller vers des techniques moins invasives. Euh,
Puis selon vous, est-ce que vous envisagez des défis majeurs dans le gamma knife et des choses qu'on peut peut-être améliorer dans les prochaines années? Ben, le Gamma Knife évolue depuis, si on compare l'appareil de plus récente génération avec les premiers, il y a quand même beaucoup d'évolutions qui ont été faites, là. C'est un appareil c'est une compagnie là, qui a été fondée par Dr. Lexel et ses descendants là, qui s'appelle Electa, qui est aussi une compagnie qui fait beaucoup de choses en radio-oncologie, ils font des accélérateurs linéaires. Donc, ils se sont diversifiés avec le temps, mais la compagnie travaille toujours sur des améliorations avec justement notre input pour essayer de guider sur les besoins. De plus en plus, maintenant, l'appareil est entièrement automatisé. Il y a possibilité aussi de faire des traitements hypofractionnés. Donc, au lieu de donner juste une session d'irradiation, on peut garder le concept de traitement précis, mais faire jusqu'à 5 fractions. Donc, on s'approche un peu du monde de la radiothérapie pour certaines pathologies qui n'étaient pas initialement traitables, comme des lésions qui étaient trop grosses ou collées sur des structures comme les voies optiques. Euh, on peut, euh, on peut aller vers ces traitements-là hypofractionnés avec les nouveaux gamma knife les plus récents. Puis probablement que les développements, un peu comme dans la majorité des domaines, là, l'intégration de l'intelligence artificielle au logiciel de planification peut nous aider à rendre les traitements plus sécuritaires, plus rapides. Je pense que ça, c'est probablement les développements qui vont arriver dans le futur, là. Merci. Puis juste une dernière question pour cette section. Est-ce que vous pensez que dans le futur, les techniques moins invasives ou par exemple les techniques qui ne nécessitent pas d'incision vont remplacer les techniques plus traditionnelles? On ne probablement pas à court ou moyen terme, là, mais je pense que c'est l'objectif ultime, hein. On a beau être le plus délicat possible, puis faire des techniques au microscope, puis euh, de plus en plus. Il reste que si on peut éviter de mettre d'exposer nos patients. Il y a des risques à toute chirurgie. Il n'y a pas une chirurgie, même la plus petite neurochirurgie peut avoir des conséquences catastrophiques. Donc, le mieux, c'est si on n'a pas à exposer nos patients à ça. Probablement, tu sais, en tumeur, en neuro-oncologie, on a besoin souvent de tissus pour faire du diagnostic. Probablement que dans le futur, il va y avoir des avancées en imagerie ou en biopsie liquide, là, juste avec des prises de sang où on va être capable de faire des diagnostics. Donc, on va peut-être un jour être capable d'éviter d'avoir à faire des biopsies. Puis ensuite de ça, ben, c'est sûr qu'il y a des situations où les patients arrivent avec des énormes masses, puis on a besoin de faire une décompression. Il va peut-être toujours avoir des indications pour ça, mais je pense qu'avec le temps, on va tendre de plus en plus vers ça. Euh, mais je pense que ça va. On a quand même plusieurs années à pouvoir opérer des patients de façon traditionnelle. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Je vais laisser Samia prendre la relève. J'étais curieuse justement par rapport à justement la radiochirurgie. Quand j'ai vu ça dans le cadre de neurochirurgie, ça m'a beaucoup marqué parce que je pensais toujours qu'avant c'était une pratique qui était juste pour les radiologues. Et j'avais lu qu'il y avait eu un traitement de radiochirurgie pour un anévrisme au niveau vraiment des artères lenticulostriées. Euh, je- C'était quoi comme... J'ai un peu du mal à comme, voir comment est-ce qu'on peut faire un traitement avec ça. Écoute, c'est probablement un case report que tu as vu passer, là. D'ailleurs, je pense que j'avais révisé cet article-là pour la publication en question. C'est pas une indication qui est reconnue là, pour les anévrismes. Ce qui est reconnu du côté vasculaire, c'est pour le traitement de malformations artério-veineuses. Ok. Parce que, dans le fond, le principe, c'est que l'irradiation génère une réaction dans les vaisseaux sanguins normaux, là. Ça fait une prolifération endothéliale, un épaississement de l'intima, pas de l'intima, mais de la média. Fait qu'il y a une prolifération musculaire lisse aussi. Puis graduellement, les vaisseaux sanguins normaux qui ont été irradiés vont s'occlure tranquillement. Fait que c'est quelque chose qu'on utilise justement. Les malformations artério-veineuses, on peut les opérer, on peut les emboliser, puis on peut les traiter en radiochirurgie. Euh,
Le désavantage, c'est qu'il y a une période de latence. C'est pas obstrué, c'est pas occlu immédiatement. Ça prend en moyenne 3 ans. Ça peut être plus court ou un peu plus long, mais à peu près 3 ans, où on voit graduellement une réduction du calibre du nidus, des vaisseaux et compagnie. Euh, pour les anévrismes, c'est différent parce qu'un anévrisme n'a pas une paroi normale, n'a pas de muscle lisse. C'est une dilatation anormale. Donc, ça n'a jamais décollé, même s'il y a eu quelques traitements de fait dans le passé. Il y a une étude animale qui a montré une proof of concept là, que ça pourrait fonctionner. J'essaie de lancer une étude clinique depuis un petit bout, mais on n'a pas encore démarré le protocole, là, mais c'est quelque chose qui pourrait être évalué justement quand on parle de recherche dans le futur du côté vasculaire. Mais il ne faut pas retenir que c'est un traitement standard pour les anévrismes, là. C'est vraiment les malformations artérioveineuses, oui, ça c'est un standard de traitement. Mhm. Euh, pour les anévrismes, ça reste dans le domaine expérimental, puis c'est pas quelque chose qui est accepté. Je traite pas des gens qui ont des anévrismes là, dans ma pratique, là. Je le ferai pas en dehors d'un protocole de recherche. Oui, oui. Merci beaucoup. Ça répond vraiment à ma question parce que je me demandais un peu, même quand j'ai lu le case report, je n'étais pas très certaine de comprendre un peu le background derrière. Merci vraiment beaucoup. Puis justement, ça montre encore que la radiochirurgie en neurochirurgie, c'est pas juste des tumeurs, c'est exactement ce que vous dites. Puis ça, c'est très peu connu pour nous. Oui, en fait, c'est les tumeurs, c'est de la pathologie. Ben, il y a une petite part vasculaire. C'est Mhm. surtout des tumeurs malignes, bénignes. Malignes, c'est des métastases généralement. Sinon, bénigne, méningiome, schwannome, c'est ce qu'on traite le plus. Puis, malformation artério-veineuse. Puis, du côté fonctionnel, beaucoup de patients qui ont des névralgies du trijumeau, là, c'est comme une façon non invasive de faire une rhizotomie, là, au lieu de le faire percutané, on cible le nerf et puis c'est très efficace, là, un peu, à peu près l'équivalent d'une rhizotomie percutanée, encore avec le désavantage d'un petit délai d'action, là. Donc, on ne fait pas ça pour des patients qui ne sont pas capables de manger en souffrance aiguë en crise de névralgie, mais pour des gens qui ne sont pas candidats à une décompression microvasculaire ou plus âgés ou qui ne veulent pas, qui ont une névralgie chronique mal soulagée, ben, on fait ça régulièrement. Puis, on peut faire des lésions aussi, là. On peut faire, je peux faire une thalamotomie avec le gamma knife pour des tremblements. Donc, c'est l'application originale là, quand ça a été inventé. Très Donc, intéressant. c'est ça. Il y a tout ce côté-là de la radiochirurgie là, qui est moins connu, moins accepté, encore une fois, peut-être à cause du concept vu péjoratif de la radiation pour des pathologies bénignes, mais c'est quelque chose qui est bien documenté, là. On espère vraiment qu'avec cet épisode, ça va un peu plus aussi attirer l'attention des gens qui veulent faire neurochirurgie, d'explorer aussi cet aspect de la neurochirurgie. Parfait. Donc, docteur Mathieu, je vais explorer avec vous un peu votre côté chercheur. En fait, parce que pour ceux qui nous écoutent, vous êtes médecin-chercheur et on aimerait un peu comprendre c'est quoi la place, en fait, que la recherche prend de votre quotidien en tant que neurochirurgien. C'est difficile de conjuguer une pratique clinique active avec la recherche. Je suis médecin, je suis chercheur, je fais de la recherche, puis je trouve ça important d'en faire. Mhm. Mais je ne suis pas clinicien-chercheur, donc je n'ai pas du temps protégé en recherche. Euh, Ça me donne des opportunités parce que j'ai pas, quand on est clinicien-chercheur, boursier, on n'a pas le choix de bloquer du temps, puis ça peut être difficile des fois de conjuguer tout ça. Mais le désavantage, c'est que finalement, quand tu as une pratique clinique très active, ben, la recherche, tu la fais en dehors des heures ouvrables, là. Donc, ça hypothèque du temps de fin de semaine, de soir. J'essaie d'en faire aussi quand j'ai un peu de temps durant la journée, mais ça, c'est plus difficile d'en trouver. Mais sinon, par exemple, aujourd'hui, les vendredis, c'est des journées où j'ai un petit peu plus de temps. Traditionnellement, nous autres ici à Sherbrooke, le vendredi, c'est notre demi-journée académique avec les résidents. Donc, le vendredi matin, souvent, il n'y a pas d'activité clinique d'emblée bloquée pour moi. Puis le vendredi après-midi, c'est une journée où j'essaie de me garder un peu de temps. Si j'ai, par exemple, il y a toujours de la paperasse à faire, là. Il y a le côté administratif. J'ai longtemps été chef du service, donc il y avait ce côté-là aussi à faire.
Puis là, souvent, j'essaie de booker des meetings de recherche ou des rencontres avec des étudiants, puis travailler sur des projets les vendredis après-midi. Ça, c'est la journée où j'ai un peu plus de temps pour faire ça. Mais sinon, c'est vraiment ça prend de la motivation. Il faut vouloir le faire parce que c'est de l'extra, puis c'est facile de juste remplir ses journées d'activité clinique. Puis après ça, quand c'est fini, dire ah, ben, j'ai besoin de repos, puis un peu tirer la plug sur la recherche. Donc, faut vouloir le faire. Ça prend une motivation, mais, euh, mais c'est gratifiant, puis c'est toujours intéressant. Puis, ultimement, quand on publie, puis ça mène à une publication, ça fait toujours une petite fierté. Puis je trouve que c'est bien aussi parce que ça fait une diversité. Si on fait toujours la même chose, au quotidien, toute notre vie, tous les jours, mais on devient blasé, puis c'est là qu'on peut avoir une perte d'intérêt. Donc, le côté recherche me donne une petite variété, puis je trouve que ça vaut la peine là, de le faire pour ça. On voit que vous êtes vraiment passionné, docteur Mathieu. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de vos travaux de recherche pour ceux qui ne connaissent pas vos travaux en détail? Oui, ben je vous dirais que maintenant, c'est vraiment majoritairement des projets en recherche clinique, là, justement, d'essayer d'évaluer principalement des applications du gamma knife, essayer de faire de la recherche où ça fait longtemps quand même que ça existe, le gamma knife, là. Il y a déjà beaucoup de publications. C'est pas une procédure, c'est plus des procédures qui sont expérimentales, mais il y a toujours certains aspects qu'on ne comprend pas. Pourquoi certaines tumeurs vont régresser tandis que d'autres vont se stabiliser, pourquoi certains patients développent des effets secondaires, parce qu'il y en a. Il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de procédure sans aucun risque, même la radiochirurgie. Il y a certains patients qui vont développer une petite réaction inflammatoire, de l'édème vasogénique. Donc, est-ce qu'on serait capable de prédire qui va développer ça? Euh, Même chose avec les patients qui ont des métastases. On peut se ramasser avec des phénomènes de radionécrose tardive qui sont difficiles à distinguer d'une réelle progression de la tumeur, mais c'est important de faire la différence parce qu'on ne veut pas retraiter un patient qui n'en a pas besoin pour rien. Donc, ça, c'est des domaines qui m'intéressent, là, et c'est dans ce domaine-là surtout que je mène des projets de recherche, là. Très intéressant, docteur Mathieu. Et en fait, ce qui me mène un peu à ma prochaine question, c'est comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que, selon vous, ça se fait la collaboration entre neurochirurgiens, physiciens, oncologues et radiologistes dans vos projets? Nous, ça se fait très bien. Puis, un des gros avantages d'être à Sherbrooke, c'est que tout est regroupé vraiment dans la même bâtisse, là. Donc, notre hôpital universitaire est vraiment à la même bâtisse que la faculté de médecine, les centres de recherche. Donc, en plus de mes collaborateurs cliniciens, on a aussi des chercheurs fondamentalistes qui sont juste à côté, qui travaillent. Moi, je suis un professeur associé au département d'imagerie médicale, radiobiologie. Donc, dans mon champ d'intérêt pour le gamma knife puis la recherche, ben, c'est facile d'aller chercher des collaborations puis de rencontrer justement les personnes avec qui je collabore. On n'a pas à se déplacer à un autre campus qui est à l'autre bout de la ville. Donc, on a un beau milieu pour ça. Euh, Puis, on a un milieu aussi, cliniquement, ça va bien parce que il n'y a pas de rivalité entre les départements. On a une bonne entente. C'est très, très convivial. Moi, je travaille avec des radio-oncologues tous les jours au Gamma Knife parce que comme il y a une composante d'irradiation, ben, c'est des traitements qui sont conjoints. Un peu comme souvent les neurochirurgiens vasculaires travaillent avec les radiologistes d'intervention. Mais nous, on travaille beaucoup avec les radio-oncologues. Puis, on s'entend très bien. Puis, on pousse tous dans le même sens. Donc, je suis chanceux d'avoir un milieu comme ça aussi. Puis, la façon aussi dont notre groupe de neurochirurgiens est organisé, on est très spécialisé puis sectorisé. Donc, on se réfère entre nous les pathologies. Il n'y a pas personne qui garde un patient. Des fois, il y a des considérations malheureusement financières qui peuvent entrer en ligne de compte. Et ça peut être avantageux de s'occuper d'un patient plutôt que de le transférer à son collègue. Puis, c'est pas tous les domaines en neurochirurgie qui ont un peu, disons, les mêmes.
enjeu de rémunération. Puis, donc, et nous, encore une fois, chacun a son expertise, on respecte ça, on se transfère facilement les patients. Euh, on a une bonne collaboration. Donc, les gens qui font de la recherche ne se sentent pas, on sent pas qu'il y a de la pression pour faire des activités cliniques, justement, là. Donc, d'après ce qu'on voit, c'est que l'Université de Sherbrooke, elle offre vraiment un milieu qui est très favorable à la collaboration. Et je pense que c'est justement ça qui vous motive aussi à continuer à faire de la recherche. Justement, je voulais vous poser une dernière question par rapport à cette section lancée sur la motivation en recherche. C'est euh, on sait que la recherche en neuro-oncologie est tellement longue parfois. C'est quoi les astuces, les stratégies que vous avez développées au fur et à mesure en tant que chirurgien qui fait aussi de la recherche pour garder cette motivation? Je sais qu'on a un peu discuté là-dessus, mais c'est quoi concrètement les outils que vous utilisez pour garder cette motivation? Ben, en fait, c'est toujours garder en tête la raison pourquoi on le fait, là, qui est pour améliorer le devenir de nos patients. Nos patients en neuro-oncologie, la majorité de nos patients ont des tumeurs incurables. Quand on parle de gliome malin, le pronostic est très mauvais. Les patients récidivent rapidement puis décèdent pratiquement toujours de leur tumeur. Donc, il y a une motivation aussi à essayer d'améliorer tout ça. Puis chaque petit gain est important. Euh, En neuro-oncologie, je suis impliqué j'essaie d'ouvrir des études cliniques justement euh, pour offrir des nouvelles thérapies aux patients. On a à Sherbrooke, depuis longtemps, les neurochirurgiens s'occupent de la neuro-oncologie, là, incluant même tout ce qui est prescription de chimiothérapie. Euh, donc, ça nous permet de suivre le patient de façon longitudinale. C'est pas juste qu'on l'opère, puis ensuite on le transfère à l'oncologue, puis on le revoit juste au besoin. Là, on le suit. On peut prendre la décision de le réopérer si on juge que c'est pertinent. On peut, puis on adapte le traitement de chimio aussi. Donc, quand il y a des études cliniques qui sont disponibles, des grands protocoles multicentriques, ben, on essaie de les ouvrir puis de les offrir aux patients, justement. Ça leur donne une ligne de traitement auquel il n'y aurait pas accès sinon. Donc, les gains sont souvent petits à la fois, comme tu mentionnais, c'est souvent long, mais ultimement, c'est ça là, qui permet de garder la motivation, c'est qu'on le fait pour améliorer le sort de patients qui ont peu d'avenue sinon, là. Merci beaucoup, docteur Mathieu, pour vos réponses vraiment très complètes et on sent vraiment votre côté humain dans la pratique. Je vais laisser maintenant à ma collègue Francesca de prendre le relais pour la prochaine section. Merci. Ouais, donc la prochaine section, c'est un peu en lien avec ce que vous venez de dire, avec des fois, il y a des pronostics difficiles en neurochirurgie surtout. Euh, alors, la neurochirurgie, c'est pas seulement des technologies de pointe ou des protocoles complexes, c'est aussi peut-être surtout une relation humaine avec des patients et des familles qui traversent des épreuves très difficiles. Donc, ma première question, c'est quels conseils donneriez-vous aux jeunes médecins, aux résidents, aux étudiants en médecine pour développer leurs habiletés de communication avec les patients et les familles? Ben, la première chose à faire, c'est de prendre le temps de les écouter. C'est vraiment ça qui est la clé. On a souvent, on ne peut pas être pressé. Si on veut bien communiquer avec nos patients, on a des grosses cliniques, on a des grosses journées, mais il y a des moments où c'est le temps de les écouter puis de les laisser s'exprimer parce qu'ils vivent des choses qui sont difficiles. Donc, faut être à l'écoute, puis essayer de répondre à leurs besoins. C'est sûr qu'il faut être capable de les cadrer aussi à l'occasion, là, mais la clé, c'est de les écouter parce qu'ils vont vous le dire, ce dont ils ont besoin. Puis, des fois, c'est pas grand-chose. Des fois, justement, juste les écouter, même si après ça, on n'a pas plus à leur offrir, ça va leur faire du bien. Puis, ils sentent qu'on est là pour eux autres, même si on n'a pas toujours des réponses puis des solutions à tous leurs problèmes, là.
Merci. Puis ma prochaine question, c'est un peu en lien avec ça. C'est quand la médecine atteint ses limites, qu'est-ce que vous faites pour rester présent puis pour continuer de soutenir la famille puis le patient? Ben écoute, on reste disponible, hein. C'est sûr qu'il y a un moment où on n'est pas la personne qui va être le mieux placée pour les aider. Euh, En oncologie, je pense qu'il y a un tabou des fois quand on mentionne soins palliatifs. Mais souvent, ce qui aide beaucoup les familles, c'est d'impliquer les gens en soins palliatifs rapidement. Mais il faut leur expliquer que c'est pas parce qu'on est à court d'options, mais que ça peut arriver on va arriver à un point où on n'aura plus d'options. Puis les gens de soins palliatifs sont là pour nous aider il y a des aspects avec lesquels on est moins bon, tout ce qui est gestion de douleur. Euh, des fois, il y a même détresse psychologique, là. Les équipes de soins palliatifs ont souvent du support, puis c'est des psychologues pour aider les patients. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de déléguer à des médecins qui peuvent être plus compétents que nous dans certains aspects, en leur laissant savoir qu'on est toujours disponible s'il y a des questions plus pointues neurochirurgicales. Mais il y a des moments où, malheureusement, on va arriver à une situation où on ne peut plus les aider nous-mêmes. Oui, merci. Puis ma dernière question, c'est comment est-ce que vous réussissez à préserver votre équilibre mental puis émotionnel face à la souffrance que vous croisez souvent dans votre carrière? Ben, des fois, c'est difficile. Des fois, c'est difficile. C'est difficile de rester insensible à nos patients. Il faut être capable quand même de se faire une petite carapace, là, mais il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse parce qu'on veut rester là pour eux. Mais il y a un moment donné où il ne faut pas tout prendre sur nous. Il y a des choses, des fois, qui sont notre faute. Puis comme chirurgien, on peut, on peut faire des gestes qui ont des graves conséquences pour les patients. Il y a des complications évitables qui peuvent arriver. Il y a des complications sur lesquelles je pense que c'est important de se questionner, est-ce qu'on a fait tout ce qui pouvait arriver? Puis il n'y a jamais de mauvaise intention, mais des fois, on fait des gestes qu'on réalise par la suite qu'on n'aurait pas dû faire. Donc, il faut être capable de se faire une introspection là-dessus. Il y a des choses qui vont arriver qui sont totalement en dehors de notre contrôle. Donc, faut être capable de mettre ça de côté puis d'aller de l'avant. On va être plus utile pour nos patients si on est capable quand même si on ne se laisse pas trop affecter par leur situation. Il faut être capable de décrocher aussi, là. Une fois qu'on arrive chez nous, ça ne sert à rien d'y penser sans arrêt, là. C'est là qu'on peut se mettre à avoir des idées moins intéressantes, puis il n'y a personne qui est à l'abri d'avoir de la détresse. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler à nos proches aussi si jamais on vit des situations difficiles, là. On peut, même s'ils ne sont pas dans le même domaine, juste la même chose. Juste le fait qu'ils sont là pour nous écouter, puis juste le fait de le mentionner va permettre de ventiler. Mais ultimement, il faut quand même être capable de laisser, euh, de laisser des choses à l'hôpital, puis quand on retourne à la maison, là. Sinon, des fois, ça pourrait être très, très difficile, là. Merci beaucoup. Oui, c'est vraiment une bonne perspective et aussi c'est important d'avoir un bon support social, surtout dans cette carrière. Merci d'avoir parlé de ça. Je vais laisser Samia parler de la prochaine section. Donc moi, pour la prochaine section, on va un peu plus parler de l'avenir de votre surspécialité et de la formation en tant que telle. J'aurais une question qui intéresserait pas mal les étudiants de médecine ou même les résidents en neurochirurgie. C'est à- En fait, c'est la suivante, c'est à quoi doit se préparer la nouvelle génération de neurochirurgiens pour rester pour que leur formation soit pertinente dans le cadre d'intelligence artificielle, de robotique et d'innovation rapide. Ben, il faut être ouvert aux nouvelles technologies. C'est facile de dire j'ai appris ça comme ça et puis c'est comme ça que je le fais, là. Il faut vraiment s'ouvrir. Il y a des innovations dans tout. Puis des fois, ça peut être dérangeant parce on est confortable dans notre façon de faire. Mais faut vraiment rester ouvert. Puis je pense que c'est important que justement les neurochirurgiens s'impliquent dans tout ça. Euh, de mon côté, il n'y a pas beaucoup de personnes là, qui sont
à l'aise et familier justement avec le côté radiochirurgie. On dirait on dirait qu'il y a une espèce de tabou avec la radiation. Tu sais, j'entends beaucoup de neurochirurgiens qui parlent de la radiochirurgie comme radiothérapie, puis comme si c'est juste ça. Puis c'est vraiment différent. C'est vraiment une technique chirurgicale. Puis euh, il y a de la radiochirurgie maintenant qui se fait de plus en plus dans d'autres organes. La radiochirurgie extracrânienne, ça se développe beaucoup, donc le même concept, mais c'est facile, on dirait, si les neurochirurgiens se désintéressent de ça, ben c'est les radio-oncologues qui vont prendre la pratique. Puis pour le traitement, je ne peux pas parler pour les autres spécialités, là, mais pour le traitement des pathologies intracrâniennes, c'est important d'avoir vraiment l'apport d'un neurochirurgien à tous ces traitements-là. Encore une fois, on traite des pathologies bénignes généralement. Ce pas des pathologies avec lesquelles les radio-oncologues sont nécessairement à l'aise sur tout ce qui est fonctionnel, vasculaire. Tu sais, quand on parle quand on parle de pathologies qui ne sont pas des tumeurs. Donc, euh, faut vraiment, je pense qu'il faut que les neurochirurgiens un peu plus se réapproprient la radiochirurgie, puis n'hésitent pas aussi à s'informer. C'est quelque chose qui est là. C'est une approche très, très intéressante. Euh, la radiation, ça peut amener à des effets secondaires. Il y a des considérations pour des jeunes patients. On craint toujours, par exemple, les risques de la carcinogénèse secondaire. C'est des concepts théoriques, mais quand on comprend la radiobiologie puis la radiochirurgie, c'est très différent de la radiothérapie fractionnée, puis il n'y a pas les mêmes risques comme ça. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est ça qui a il y a eu un boom, puis on dirait que récemment, plus avec c'est plus les radio-oncologues qui s'approprient ça. Puis je pense que c'est important que les neurochirurgiens demeurent familiers avec ces technologies-là, puis avec les possibilités, puis qu'ils soient capables d'en parler aux patients dans les alternatives. Puis après ça, ultimement, un patient va prendre ses décisions en fonction des informations qu'il reçoit. Il y a rarement une bonne réponse. Il y a rarement une seule option qui s'applique. Il y a souvent plusieurs options, mais qui sont très différentes, avec des avantages, des inconvénients différents. Puis je pense que l'important, c'est de pouvoir offrir au patient, puis le patient pourra prendre sa décision ensuite avec toutes les informations. Merci beaucoup, docteur Mathieu. Euh, en fait, ça nous mène aussi à la prochaine question. C'est toujours dans le cadre de former les futurs neurochirurgiens. C'est comment est-ce que, mettons, vous, en tant que attendant, lorsque vous avez des étudiants à votre service, des résidents à votre service, comment est-ce que vous réussissez à leur transmettre un savoir qui équilibre le côté technique tout en gardant le côté humain de la médecine? Parce que des fois, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile de se perdre un peu dans le côté technique et de négliger un peu le côté humain. Oui, ben, écoute, tout à fait, tu as raison, là. Le côté technique, ça s'enseigne, ça se pratique. Le côté humain, c'est plus abstrait, c'est plus difficile. Euh, je pense que j'essaie d'être à l'affût un peu de la façon qu'ils interagissent avec les patients, avec le personnel, juste nos résidents. Des fois, la façon qu'ils répondent au personnel quand ils ont des appels, quand tu as la pagette, ça sonne sans arrêt, puis c'est facile de perdre patience, mais je pense que c'est important. J'essaie quand je remarque des choses, de faire remarquer que peut-être qu'ils n'auraient pas aimé se faire parler comme ça si ça avait été l'inverse. Euh, mais donc, c'est des petits rappels comme ça, puis il faut juste y penser. Puis j'essaie de prêcher par l'exemple. Là. Personne n'est parfait, puis il y a des fois, on perd tous un peu patience à l'occasion, mais euh, moi, j'essaie justement d'être un exemple positif dans la façon que j'interagis avec les patients, puis avec mes collègues. Puis j'espère que mes étudiants, mes résidents vont aller chercher un petit peu de ça. Là. Moi, j'ai toujours aux résidents que vous avez la chance d'apprendre avec plusieurs neurochirurgiens différents. Ben, prenez ce que vous aimez d'un, puis prenez ce que vous aimez de l'autre, puis ce que vous aimez moins, laissez-le de côté, puis essayez justement de ne pas vous laisser influencer par ça. Là.
C'est super comme réponse. Et en fait, c'est justement aussi, ça nous mène à ma dernière question par rapport à cette section. C'est si vous aviez un conseil aux étudiants de médecine qui nous écoutent en ce moment, qui rêvent de neurochirurgie, lequel serait? Euh, de ne pas se décourager malgré les embûches puis le nombre de possibilités. Je dirais aussi, si c'est vraiment ce que vous voulez faire, faut pas hésiter à appliquer hors province aussi. Mais il y a juste 2 postes par année au Québec, mais il y en a ailleurs au Canada. Puis on a eu des situations récemment où certaines personnes qui avaient matché à l'extérieur de la province ont pu revenir sur des cartes de contingent particuliers. Donc, c'est toujours des choses qui pourraient être possibles. Mais c'est sûr qu'il faut oser, si on veut vraiment faire ça. Puis aussi, comme je mentionnais, aller voir les milieux. Et on est toujours disponible pour accueillir des gens des autres universités qui veulent voir un peu comment ça se passe chez nous, pour venir faire une fin de semaine d'observation ou de garde avec les résidents, ou si vous êtes capable d'avoir des électifs, c'est toujours quelque chose qui peut être fait aussi, là. Ça nous fait bien plaisir. Puis c'est sûr c'est plus facile après ça quand on fait des processus d'admission, quand on a déjà vu la personne là, moindrement un petit peu. On a déjà une petite idée, puis on l'a vu un peu fonctionner dans le groupe, mais c'est plus motivant au-delà des dossiers. C'est souvent difficile de se faire justice dans une entrevue d'une demi-heure, puis en soumettant son dossier, parce que c'est, comme vous dites, c'est très compétitif, puis il n'y a plus de, tu sais, les notes, c'est tout pass or fail, fait qu'on ne sait plus qui se démarquait nécessairement des autres. On se fie beaucoup aux commentaires de nos collègues. Tu sais, si quelqu'un a fait des stages en neurochirurgie dans une autre université, puis on se connaît tous, les neurochirurgiens au Québec, donc si je sais qu'un de mes collègues a fait des commentaires très élogieux, ben c'est sûr que j'en tiens compte aussi si j'ai pas vu la personne moi-même. Euh, mais ce serait principalement ça, là. Puis si vous voulez vraiment faire ça, puis malheureusement, vous ne matchez pas une année, il y a des gens qui réussissent à entrer l'année suivante, là. Donc il y a des gens qui arrêtent, qui font une maîtrise pour une année, faire un petit peu de recherche, puis qui réappliquent. Donc, c'est ça, c'est d'être patient, d'être persévérant. Si c'est ce que vous voulez vraiment faire, le plus probable, c'est que vous allez y parvenir. Merci vraiment beaucoup, docteur Mathieu, pour tous ces beaux conseils. Je pense que ça va beaucoup inspirer les étudiants qui vont écouter ce podcast. Um, je vais laisser maintenant à ma collègue Francesca de conclure. Ouais, donc on a juste comme 2 petites questions pour la conclusion. Est-ce que vous avez une phrase ou une citation ou peut-être une leçon de vie qui guide votre pratique? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai pas une citation nécessairement, là, mais moi, en fait, ce que je dis toujours, c'est que pour moi, le plus important comme personne, comme médecin, c'est d'avoir un bon jugement clinique, puis d'être capable je pense, de bien saisir les problèmes, puis de prendre une décision toujours en fonction de ce qui est le mieux pour notre patient, puis notre conviction de ce qui est le mieux pour notre patient. Pas ce qui est le plus facile pour nous ou le plus simple. Donc, j'essaie un petit peu de fonctionner comme ça dans ma pratique. C'est parfait, merci. Et ma dernière question, c'est si vous pouvez résumer en une phrase ce que la neurochirurgie vous a appris, quelle serait-elle? Euh, la neurochirurgie m'a appris, je dirais, la résilience, la patience. C'est vraiment. Puis en fait, je pense que comme personne de base, je suis assez patient naturellement. Euh, d'être neurochirurgien, ça te donne des outils pour surmonter bien des choses dans ta vie, même en dehors, là. Je pense qu'on a des principes qu'on est capable d'appliquer. Puis aussi, des principes, il y a des choses de notre vie extérieure qu'on est capable d'appliquer en neurochirurgie. Je pense que ça donne faut prendre ça comme un tout, là, de notre pratique professionnelle, personnelle. C'est assez abstrait, puis je réalise que ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais un petit Non, peu. c'est parfait.
Merci beaucoup pour avoir partagé vos mots puis pour avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. On l'apprécie vraiment, puis je suis sûre que tout le monde va vraiment l'apprécier. Ben, ça me fait plaisir, tant mieux si ça peut aider et conseiller les étudiants qui ont un intérêt pour notre belle discipline. Et vraiment, merci beaucoup, beaucoup pour votre temps. Ça compte vraiment pour nous. De voir que vous êtes ouverts comme à participer à ça, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Puis c'est justement ça notre objectif, comme euh, faire explorer la neurochirurgie aux étudiants qui hésitent et montrer qu'il y a différentes voies. Puis on aime vraiment voir l'implication des neurochirurgiens, justement. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Puis c'est sûr on a tout intérêt à participer aussi comme groupe parce qu'on veut, on veut continuer à attirer des candidats de qualité. Puis, pour le futur de la spécialité, c'est important aussi qu'on s'implique justement comme ça. Donc, ça me fait bien plaisir. Merci beaucoup. Merci.